Super. Eh ben, écoutez, on va commencer notre Maestrix d'aujourd'hui. Construire un produit plus responsable, par où commencer. Et du coup, on reçoit Alexandre Pacas pour nous en parler. Et Alexandre, je te laisserai te présenter dans quelques minutes. Avant ça, moi, je voulais vous réexpliquer un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi est-ce que on organise cet événement. Du coup, aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. En fait, on a à cœur de former tous les talents du produit, les product marketing managers, product owners, en leur donnant en fait les clés, les méthodologies et les outils pour être un excellent product manager. Et pour apprendre toutes ces méthodologies, tous ces outils, notre pédagogie, elle passe par 80% de pratique. On met toujours la pratique au cœur de l'apprentissage parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en se trompant, en faisant, en recommençant qu'en fait on comprend les mécanismes, on intègre la culture produit et la gymnastique d'esprit de toujours penser problème et pas solution, et tous les petits mécanismes en fait qui deviennent avec la pratique des automatismes. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu ce que fait notre école et notre but. Et pour ça, on a plusieurs formations. On en a notamment une où du coup il y a Nathalie Alumni qui est avec nous dans les participants aujourd'hui, qui est un bootcamp en 7 semaines intensives, donc tous les jours. On a aussi un format qui est en cours du soir là pour concilier avec un emploi à temps plein par exemple, et on a aussi une formation en product design qui est en cours du soir avec 8 sessions au total. Et on a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est très en phase avec la thématique d'aujourd'hui, c'est que Maestro a lancé sa masterclass produit responsable. En quoi ça consiste? C'est une journée de 9h à 18h dans nos locaux, dans notre campus d'école à Paris. Et c'est une journée en fait pour sensibiliser et expliquer les différentes conséquences des services numériques et surtout donner en fait les clés pour agir, pour en tant qu'acteur du produit, devenir en fait, avoir les méthodes pour réduire en fait l'impact environnemental et sociétal de son produit. Et en fait, c'est hyper important pour nous parce que ça fait 1 an et demi que Maestro existe et on se rend compte qu'en fait cette problématique, elle est au cœur des personnes qui souhaitent se former. Et en fait, les personnes qui rejoignent nos formations, de plus en plus, elles veulent rejoindre des entreprises qui ont du sens, elles veulent travailler pour des produits qui sont responsables et elles veulent en fait intégrer toutes ces dimensions à leur processus de conception. Et du coup, pour cette masterclass, on a beaucoup de chance. On a la chance que Alexandre soit le headmaster de cette masterclass. Et du coup, peut-être en quelques phrases, si tu peux nous donner un aperçu de ce que c'est le programme de cette journée, Alexandre. Ouais. Ouais, déjà effectivement, moi je suis ravi déjà de parler de ce sujet aujourd'hui et puis d'aller encore plus loin sur la masterclass qui est organisée en décembre. Effectivement, l'idée, ça va être finalement de prolonger un petit peu et d'aller encore plus dans le détail que ce qu'on va faire là aujourd'hui, ce midi, pour déjà bien comprendre les enjeux et les impacts du numérique, mais aussi et surtout de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien quand on travaille dans la tech, qu'on soit product manager, designer, développeur. Et ça va aller plus loin que de la théorie, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir des petites mises en pratique. On va avoir des ateliers qui vont permettre de mettre en place d'utiliser certains outils et de mettre en place certaines pratiques. Et on aura aussi des intervenants qui vont nous parler un peu, de faire des retours d'expérience sur ce qu'ils ont réussi à mettre en place dans leur entreprise, d'aborder le sujet au global, sur tous les sujets, avoir des tables rondes avec différents points de vue sur la tech for good, le numérique, qu'est-ce que le numérique responsable et comment agir, etc. Donc voilà, ça va vraiment être un mélange à la fois de théorie, de pratique, qui rejoint du coup les fondamentaux de la formation Maestro, mais en intégrant justement les notions de numérique responsable. Exactement. Ouais, le but c'est vraiment de donner les clés à tout le monde pour que on puisse concrètement passer à l'action au quotidien. Et donc du coup c'est une journée qui est gratuite mais sélective. Je vois que Héloïse a mis dans le chat un lien vers un article qui vous explique toute la construction et qui vous donne un peu plus de détails sur cette journée. Moi, je vais vous donner directement nos prochains rendez-vous. Alors, vous êtes probablement à peu près tous arrivés via notre groupe
meet-up qui s'appelle les Maestrix. Et c'est ici qu'en fait, on publie toute la line-up de nos événements. Les Maestrix, pour rappel, c'est toutes les semaines de midi à 13h en ligne ou en soirée quand on fait en présentiel dans nos locaux. Mais c'est toutes les semaines des nouveaux sujets, des nouveaux experts qui viennent, comme Alexandre, nous parler de leurs méthodes, de leurs outils, de leur expérience pour qu'on puisse voilà, apprendre et monter en compétences sur les thématiques du produit. Vous avez aussi les replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et évidemment toutes les infos sur Maestro qui sont sur notre site internet. Et je vous mets tout de suite les liens dans le chat pour que vous les ayez sous la main. Super, bah écoute, si tu peux nous donner un petit peu, nous raconter un petit peu qui tu es et ton parcours et tes précédentes expé. Yes, ouais, très rapidement, bah ouais, pour me représenter un petit peu, donc moi, donc Alexandre Tacax, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans la tech de manière générale et principalement sur du product management. J'ai notamment travaillé chez Mythic pendant 4 ans, chez Viadeo pendant 5-6 ans et chez l'Express pendant 2 ans, donc à différents postes, mais principalement product, donc product manager, head of product, CPO. J'ai géré donc des équipes produits, et puis là, ça fait 2 ans à peu près que je me suis mis en indépendant, donc je suis product leader en freelance. J'accompagne des entreprises sur la mise en place de leur stratégie produit, que ce soit de manière très orientée, justement très stratégique, ou même de manière plus opérationnelle sur des missions de product management ou d'UX, directement plus opérationnel. Et donc ça fait pareil 2-3 ans que je m'intéresse aussi de très près au sujet du numérique responsable. Donc on va en parler assez largement aujourd'hui. Voilà, moi c'est un sujet qui m'attire vraiment énormément et sur lequel j'ai envie de sensibiliser aussi le plus de monde, notamment dans la communauté tech, parce que j'estime que voilà, moi pour justement à la vue de mon parcours, ça fait un bout de temps que je suis dans ce secteur-là, et je me suis posé la question que très récemment sur les impacts du numérique, notamment les impacts environnementaux. C'est par là que j'y suis arrivé, mais voilà, j'ai ensuite élargi aux autres parties. Mais voilà, pendant une quinzaine d'années, ça m'avait jamais vraiment, ça m'était jamais vraiment venu à l'esprit de me dire, voilà, ce que je fais tous les jours peut avoir un impact et peut aggraver, entre guillemets, la crise environnementale notamment, qui commence à accélérer. Ouais. Donc voilà, sur ce sujet. Puis à côté de ça, je suis aussi intervenant chez Maestro depuis le début, depuis la première promo. Donc j'interviens, je donne des cours sur la priorisation, notamment, chez Maestro. Donc je suis très très content aussi d'être toujours là et de continuer à faire des événements avec vous. Et on est super fiers d'être avec toi et c'est pour ça qu'on va même jusqu'à faire une masterclass, la preuve que tu es un super intervenant auquel on tient beaucoup. J'ai une petite question par rapport aux missions de freelance. Est-ce que du coup, elles sont toujours orientées sur des produits responsables? Est-ce que c'est quelque chose que tu affiches et tu travailles avec des entreprises qui ont cette volonté obligatoirement? Non, obligatoirement non, parce que c'est vrai que c'est encore justement un sujet qui est très loin d'être systématique, et qui est pas encore toujours, qui coule pas toujours de source. Et donc, idéalement, oui, si je préfère travailler avec des entreprises qui ont un minimum de sens ou qui ont un minimum conscience de ces enjeux-là. Après, non, c'est pas du tout une règle absolue. Ça dépend aussi. Mais après, de manière générale, on le voit sur mon parcours, mais j'ai toujours aimé quand même travailler dans des secteurs qui me parlent, ou en tout cas qui, je pense, qui ont un impact, en tout cas pas négatif. J'ai jamais travaillé dans l'e-commerce, par exemple, ou dans des secteurs que je juge, en tout cas qui m'attirent moins. Mais voilà, donc c'est absolument pas une règle absolue, mais de préférence, oui. Et de plus en plus, si je peux m'orienter beaucoup plus là-dessus, je le fais. Je vous mets le petit lien vers le LinkedIn de Alexandre si vous voulez aller regarder un peu plus en profondeur ton parcours. Et alors, si c'est bon pour toi, j'arrête le partage et je te donne la main sur les slides pour qu'on puisse foncer sur la thématique d'aujourd'hui. Hop. Je te dis quand c'est bon. Tac. Ok. Donc là, ça devrait être bon. Ouais, on voit. Lire. Ok, top. Très bien. Et ben du coup, on va commencer. Donc du coup, effectivement, moi, c'est clairement un sujet. Alors d'ailleurs, là, je vois plus. D'ailleurs, je vois que ma présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à interagir sur le chat. L'idée, c'est pas que je sois le seul à parler, ou en tout cas qu'on puisse se faire le relais de vos questions et de vos remarques. Oui, exactement. Moi, j'ai les yeux sur le chat. Du coup, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je la ferai remonter à Alexandre. Yes, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment
d'avoir finalement une introduction, de comprendre en fait quels sont les enjeux du numérique et comment essayer d'intégrer une démarche plus responsable. Donc on va revenir un petit peu sur déjà quels sont les impacts du numérique, assez rapidement sur voilà, l'environnement, sur la société, sur l'économie. Quels sont les patterns en tant que concepteur de produits, qu'on soit product manager, designer, développeur, quels sont un peu les patterns, les composants, les éléments qu'on utilise sans trop se poser de questions, mais qui au final sont pas forcément vertueux et justement sur lesquels on devrait prendre un peu de recul. Troisième partie, on va aussi se poser la question de finalement, est-ce qu'on peut avoir une démarche responsable dans n'importe quelle entreprise tech, même si on ne travaille pas dans la tech for good ou pour une entreprise qui par nature a un impact plus positif. Et dernière partie, c'est justement comment agir concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les questions à se poser pour commencer à justement intégrer cette démarche-là et aller plus loin avec son équipe et dans son entreprise. Donc du coup, si on attaque, on va déjà commencer par parler vraiment des impacts du digital. Alors, petite intro quand même, là je vais quand même plutôt me concentrer sur les impacts négatifs. Faut quand même pas oublier que le numérique, au sens large, a quand même, amené des progrès énormes, a aussi ses bénéfices, très clairement. Et moi, je suis très content depuis, pas mal d'années de travailler dans ce secteur-là et je suis encore très content là-dessus et je pense qu'il y a encore énormément de belles choses à faire avec le numérique. Et voilà. Mais là, voilà, on va quand même plutôt se concentrer sur les aspects un petit peu plus sombres, pas forcément justement les plus connus, mais c'est l'enjeu aussi, c'est de voir justement qu'est-ce qui pose problème et comment, en ayant ça en tête, on peut faire mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent sur le digital. Donc il y a 3 impacts principaux, c'est un peu une grille d'analyse qui s'appelle la triple bottom line, donc on parle de 3 P, donc planet, people, profit, donc les impacts environnementaux, les impacts humains, sociaux, et les impacts économiques ou sur les écosystèmes économiques. Où là, l'enjeu, en fait, c'est de se dire, pour chaque activité humaine, chaque business, l'idée, ce serait de finalement faire en sorte que la planète soit toujours habitable, vivable, que l'activité qu'on a soit équitable et permette aux humains voilà, de s'épanouir et de ne pas voilà, de s'épanouir, et que ça reste viable d'un point de vue économique, mais en même temps que ça s'inscrive plutôt dans la durée, que ce soit pérenne, durable, versus des profits à très court terme, une vision trop court terme qui en général a plus d'externalités négatives sur le long terme. Et donc, on va commencer par rentrer un petit peu plus dans les impacts sur l'environnement. Parce que moi, comme je disais en intro, c'est vraiment cette partie-là qui m'a fait prendre conscience et faire prendre du recul aussi par rapport à ce que je faisais tous les jours en tant que product manager. Et ensuite, j'ai élargi un petit peu mes recherches sur les autres aspects, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être même vous en faites partie, qui abordent un peu ces questions du numérique responsable par le biais de l'impact environnemental. On en a pas mal parlé ces dernières années. Moi, c'est vrai que ça fait 2 ans vraiment que je m'intéresse au sujet et je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience, mais il y a encore beaucoup de boulot pour que tout le monde soit sensibilisé. Et donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va revenir sur les grands principes. Juste pour repositionner quand même rapidement dans le contexte, pourquoi, à mon sens, ces questions-là sont vraiment super importantes, c'est que, vous le savez aussi, ça je pense, on en a beaucoup parlé, on est dans un contexte de réchauffement climatique depuis de nombreuses années. Ça a été aussi prouvé par la science. Les rapports du GIEC, notamment, ont participé à cette prise de conscience aussi. Et ce qu'on voit, c'est que très clairement, il y a une accélération du réchauffement climatique. Et si on fait rien, ça risque de nous poser quand même de gros problèmes d'ici quelques décennies. Et on commence déjà même à en voir les aspects négatifs. Mais là, pour illustrer ça, moi j'adore ce visuel qui représente en fait des bandes de couleurs. Plus c'est donc une bande de couleurs par année, plus c'est bleu foncé et plus c'est froid par rapport à une moyenne de température, plus ça va dans le rouge et plus c'est chaud par rapport à la moyenne. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est que depuis 20-30 ans, on a une accélération du réchauffement climatique et ça va pas en s'améliorant puisqu'on voit que c'est de plus en plus rouge, plus ça se rapproche de 2021.
Et encore, je pense que 2021 va marquer potentiellement peut-être un nouveau record, je ne sais pas. On est bien parti pour. Et ça, pour ça, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et sur lequel on doit tous agir. Nous, en tant qu'individus, on peut faire déjà beaucoup de choses individuellement. Les gouvernements, les collectivités doivent bien évidemment mettre un cadre pour améliorer ça. Et c'est aussi aux entreprises et à nous, en tant que professionnels, d'agir, si on en a la possibilité, pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, si on veut réduire au maximum aussi l'impact du réchauffement climatique. Donc là, je vais revenir sur quelques chiffres principaux sur l'impact numérique, enfin l'impact du digital sur l'environnement. Et plutôt que vous lancer des chiffres comme ça, je voulais faire un petit clin d'œil à Burger Quiz, parce que je suis fan de Burger Quiz d'Alain Chabat, pour vous poser quelques questions, et via l'outil de questions, de sondage, vous allez pouvoir y répondre. Il n'y en a pas 10 000, hein. Mais du coup, la première question, ce serait quel pourcentage des émissions de gaz à effet de serre représente aujourd'hui le numérique au niveau mondial? Est-ce qu'à votre avis, c'est 1%? Est-ce que c'est 4%? Ou est-ce que c'est 8%? Et alors, du coup, juste à droite du chat, vous avez sondage. Et là, vous avez la possibilité d'aller voter pour les 3 options pour voir un petit peu où est-ce que ça se situe. Alors, pour l'instant, ah non, je ne veux pas dire parce qu'après, ça va biaiser les réponses de tout le monde. Ouais, pour la première question, on peut attendre quelques secondes quand même, le temps de prendre en main l'outil aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on a quand même une majorité de 8%, un petit peu de 4%. D'accord. Et quasiment pas de 1%. Ok. Une majorité de 8%, ouais, c'est intéressant. Ok, bah en fait, alors, la bonne réponse, c'est 4%. 4%, donc le numérique aujourd'hui représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est un chiffre qui peut être controversé, qui est parfois remis en question, mais pour moi, c'est le chiffre qui fait vraiment référence aujourd'hui. En général, quand on parle des impacts du digital, on utilise ce chiffre qui a été notamment trouvé qui vient des analyses et des études du Shift Project. Et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez creuser un petit peu, à aller voir tous leurs rapports qui sont super intéressants sur les impacts du digital. Et donc le numérique, c'est 4%. On pourrait se dire que c'est pas tant que ça finalement, vu que c'est quand même des outils et des technologies qui font vraiment partie de notre vie quotidienne aujourd'hui. Sauf que si on met ça vraiment bout à bout, c'est quasiment autant d'émissions qu'un pays comme l'Inde, qui n'est pas connu pour être le plus vertueux, en plus avec sa super population. Et c'est même plus que le secteur de l'aviation, c'est pareil, tous les jours on se dit on va essayer de moins prendre l'avion parce que ça pollue trop, etc. Le numérique, c'est déjà plus que ça. Mais le problème, en fait, au-delà même des 4% qu'on a, qui sont aujourd'hui, le problème, c'est surtout l'augmentation et l'accélération de la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, donc il y a 5 ans, à peu près en 2015, on était à 2% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 2020-2021, on est à 4%. Et il est prévu qu'à horizon 2025 ou à peu près, on passe à 8%. Donc on est vraiment sur une augmentation presque exponentielle, une courbe exponentielle. Et donc c'est vraiment, ça doit nous questionner, ça doit nous dire qu'il faut absolument agir pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre, sinon on risque d'avoir quelques soucis. Deuxième question, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Alors, il y a Stéphane qui demandait si pour les chiffres, on tenait compte des chiffres réels ou ceux communiqués par la Chine et l'Inde. Mais il faut demander à Shift Project. Ouais, non, mais c'est des chiffres réels vraiment sur justement sur le monde entier. Ouais, c'est vraiment au niveau mondial. Alors après, exactement, dans toutes les sources de données, faudra aller voir effectivement les sources et la donnée du Shift Project. Et en tout cas, c'est le chiffre qui fait référence aujourd'hui. Vous avez le prochain sondage qui est dans la petite fenêtre sondage. Je vous invite à aller voter sur la question. Deuxième question, du coup, ouais. Qu'est-ce qui génère le plus d'émissions, justement, de gaz à effet de serre dans le digital, dans le numérique? Est-ce que ce sont les data centers? Est-ce que ce sont les terminaux, que nos ordinateurs, nos smartphones? Est-ce que c'est les posts des influenceurs sur Instagram? Parce que ça aussi, on va le voir. Ou est-ce que c'est la réponse D? Bon, c'est juste pour faire une blague, parce que j'aime bien la réponse D. Ça, on a souvent des idées reçues, en fait, là-dessus. Je ne sais pas, justement, on va voir un peu ce que vous avez. Ouais, 70% pour data centers. Ok,
Bah, justement, c'est l'idée reçue principale, et pour le coup, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est les terminaux. C'est vraiment ça qui génère aujourd'hui le plus d'émissions, de gaz à effet de serre. On est dans les ordres de grandeur, hein, alors c'est pareil, il y a plusieurs études qui n'ont pas toujours exactement les mêmes chiffres, mais dans les ordres de grandeur, on est à 70 à peu près pour la construction, et c'est vraiment principalement au niveau de la construction des terminaux que se pose le problème. Ensuite, on a 20 pour les infrastructures réseau, donc les antennes, voilà, tous les câbles de partout, et seulement 10 pour les serveurs et les data centers. Ce qui ne veut pas dire que c'est rien, c'est déjà énorme, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être optimisées de ce côté-là. Mais l'impact le plus important, c'est au niveau de la construction des terminaux, parce que ça demande énormément de ressources, énormément d'énergie, parce que la production se fait souvent en Chine, en Inde, dans les pays asiatiques, et que l'énergie là-bas est très très carbonée, puisqu'on est sur des usines à charbon qui fournissent l'énergie. Et voilà, de manière générale, ça demande énormément de ressources. Donc le principal problème, il est sur la construction, et il est sur le fait qu'on a de plus en plus d'appareils numériques au quotidien, et que cette multiplication fait que l'impact est vraiment à ce niveau-là. Et comme on renouvelle beaucoup trop rapidement nos devices, notamment nos smartphones, nos ordinateurs, ça génère un besoin en ressources qui est de plus en plus important, et qui peut même à terme, d'ici, il y a des études qui disent que d'ici 20, 30, 40 ans, on n'aura plus assez de ressources, plus assez de minerais, de terres rares, de métaux, pour construire des nouveaux devices. Et donc voilà, c'est aussi une question d'économie, de ressources, pour que justement tout le monde et les futures générations puissent toujours continuer à bénéficier des bienfaits du numérique. Ouais, et juste pour un petit clin d'œil, là, j'aime bien, c'est toujours bizarre de voir cette photo-là, mais bon. Petit clin d'œil j'avais dans ma question là, il y avait réponse C, les posts des influenceurs. Alors je pense qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup de réponses là-dessus, mais quand même, juste pour vous donner une petite idée, ce post-là là, de Cristiano Ronaldo sur Instagram, il équivaut à peu près à la consommation électrique annuelle de 10 foyers anglais. Donc juste un post par Cristiano Ronaldo d'une photo de lui en slip de bain, ça représente une consommation d'énergie et d'électricité énorme, donc on ne se rend pas compte. Mais ça c'est juste un post. Alors bon, c'est une des personnes qui a le plus d'abonnés sur Instagram au monde. Et voilà, ça vous donne quand même une idée un peu de cette consommation électrique et de cette pollution finalement qu'on ne voit pas et qu'on ne soupçonne en général pas. Mais voilà, elle est bien réelle, malheureusement. Et souvent, justement, pour revenir là-dessus, c'est que on a l'idée, on a l'a priori que tout ce qui est digital, c'est plutôt virtuel, on parle de cloud, etc. Mais en vrai, non, sans matériel, il n'y a pas ces mondes-là, il n'y a pas ces univers-là. On a besoin des devices, des infrastructures réseau, des serveurs pour que nos services et nos produits numériques fonctionnent. Donc c'est très très concret, très très réel, et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Dernière question pour ce quiz sur l'impact environnemental. Justement, c'est un peu lié. À votre avis, combien d'appareils numériques par personne on possède en France? Donc en moyenne, un Français possède combien d'appareils numériques aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est 4? Est-ce que vous pensez que c'est 11? Ou est-ce que vous pensez que c'est 15? Alors on attend un peu que ça se réponde, mais on a clairement la réponse 4 qui se détache. Ah non, qui est à peu près bien suivi de 11. On a une personne qui a dit 15. Ouais. Une grosse majorité à 11 et 4. C'est à peu près équivalent. Ok. Et a priori, donc il n'y a qu'une personne qui a raison, puisque c'est en moyenne 15 appareils numériques par personne de plus de 12 ans, je précise quand même, en France, qui est donc, c'est juste énorme. Après, alors dans les appareils numériques, on compte les smartphones, on compte les ordinateurs, on compte aussi tout ce qui est box, d'accès à Internet, tout ce qui est téléconnecté, en gros, tout ce qui est device qui peut se connecter. Et si on fait le compte, en comptant aussi nos anciens smartphones qu'on garde dans un tiroir,
les télés, les frigos maintenant qui deviennent connectés, enfin voilà, il y a de plus en plus d'outils, enfin d'appareils qui peuvent se connecter. Bah, ça se multiplie et on en a de plus en plus, les enceintes intelligentes avec Alexa, etc. Voilà, tout ça se multiplie et donc c'est aussi ce qui pose problème et ce qui demande encore plus de ressources et encore plus d'énergie. Et ça pose donc un vrai problème, puisque donc, comme on le voyait, l'impact principal il se joue sur le début et la fin de vie des appareils. Sur le début, donc c'est à la construction, donc encore une fois, ça demande énormément de ressources. Donc, par exemple, on dit que, enfin, on parle de notion de sac à dos écologique. Quand on achète un nouvel ordinateur qui pèse 2 kg pour un portable, il faut se dire que derrière, il y a eu besoin de 800 kg de ressources naturelles pour la construction de cet ordinateur. Entre les combustibles fossiles, qui sont requis pour l'extraction et pour la construction, et tous les minerais, donc le plastique, le métal, les métaux rares qui font les composants électroniques, etc. Ça demande des ressources énormes, et en plus, ça demande aussi beaucoup d'eau. Pareil, l'eau, ça devient une ressource qui est de plus en plus compliquée à avoir. Donc voilà, ça pose vraiment question, cette multiplication des devices comme ça, puisque très clairement, ça a des impacts sur tout ça. Et en plus, ça génère beaucoup de déchets, puisque il y a moins de 20% des appareils qui sont recyclés. Donc c'est encore très peu, il y a une grosse marge de manœuvre à faire là-dessus, mais c'est très complexe et ça coûte très cher à recycler, puisque c'est des micro-composants qu'il faut démonter, etc. Donc voilà, c'est des processus compliqués. Donc le message là-dedans que je veux faire passer, c'est aussi, à titre individuel, la première chose déjà qu'on peut faire, si on est sensible à ces questions-là, c'est de renouveler son smartphone ou son ordinateur moins souvent. Moi, mon iPhone que j'ai là, je l'ai depuis 4 ans, c'est un iPhone 10, il tourne encore parfaitement. Je pense que je vais le garder encore un peu. Mais voilà, malheureusement, la mode et les constructeurs et les opérateurs nous incitent plutôt à faire l'inverse, à renouveler tous les 2 ans. Ce qui est la moyenne de renouvellement d'un smartphone aujourd'hui, c'est même pas 2 ans, alors que dans la plupart des cas, il fonctionne encore très bien. Et il y a aussi, on le verra, en termes d'une logique d'éco-conception à avoir, puisque dans nos services qu'on propose, plus on va proposer des services gourmands, avec des animations, des trucs ultra chiadés, etc., avec des visuels, des vidéos dans tous les sens et tout, plus ça va demander d'avoir des smartphones plus performants, et donc ça va inciter les gens à renouveler, à changer de téléphone, alors que au final, avec des services un peu plus sobres, économes, ils auraient beaucoup moins de problèmes. Mais on en reparlera après. On a Martin qui nous dit: «Je suis déjà en flip, vite les actions». Ouais, on va accélérer. Et justement, juste pour finir là-dessus, c'est que le début en fait, parce que comme je disais, il y a la multiplication des devices avec les objets connectés, et puis même les nouvelles technologies comme le blockchain, les crypto-monnaies, les bitcoins, etc., qui sont extrêmement consommateurs en data, en énergie pour tourner et pour fonctionner. Et donc voilà, encore une fois, il faut vraiment avoir ça en tête en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que concepteur, pour essayer de réduire au maximum son impact. Ouais, il est déjà 12h30, donc effectivement, on va accélérer. Les autres impacts du digital, c'est aussi sur la partie sociétale. Et là, pour le coup, on va plutôt parler, il y a pas mal de soucis aussi qui se posent, notamment le fait que le digital a de plus en plus de place dans nos vies. Voilà, je pense que tout le monde, déjà là, on est tous devant un écran. Quand on est dans le métro, je pense qu'on voit tout le monde sur son smartphone, etc. Et il y a des logiques des problèmes d'addiction aujourd'hui. Pour preuve, donc le temps passé sur Internet a quadruplé en 4 ans, et en moyenne à 1 heure, 1h30, 1h40 par jour, ce qui peut paraître pas tant que ça pour certains d'entre nous, peut-être, mais c'est déjà énorme et c'est qu'une moyenne. Il y en a qui sont beaucoup plus. Et donc, ouais, c'est lié à pas mal de facteurs, on va pas tout détailler là, mais le mobile, plus le fait que les réseaux soient plus performants, etc., qu'on puisse faire beaucoup plus de choses aujourd'hui, fait que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'utiliser son device en permanence. Et en plus, les concepteurs de services, de produits font tout pour nous engager, pour nous faire revenir. Donc voilà, on est dans une logique d'économie de l'attention où on monétise le temps passé sur nos services. Et donc ça génère des patterns et des fonctionnements qui sont pas toujours très vertueux, ni pour l'utilisateur, ni pour l'économie, on verra après.
Et aujourd'hui, on a aussi des problèmes de respect de la vie privée. On l'a vu avec tous les scandales autour de Facebook, notamment, c'est pas les seuls, qui agrègent une quantité de données immense, soit des données personnelles, des données aussi d'appétence, de consommation, de consultation de certains sites, etc., qui se revendent très cher pour de la publicité notamment. Et tout ça, c'est aussi sujet au fonctionnement des algorithmes qui vont pousser tel ou tel contenu en fonction de leur performance sur des logiques très très mercantiles, soit d'engagement, soit de croissance, ou soit de revenus. Donc là, c'est un petit clin d'œil au film documentaire qui est sur Netflix, qui s'appelle Derrière un écran de fumée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous invite à le voir, c'est vraiment super intéressant. C'est un peu dramatisé à l'américaine, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Et moi, c'est typiquement ces trois gars-là, donc c'est une représentation de l'algorithme d'un réseau social. Pour avoir bossé donc, chez Viadeo, qui est un réseau social pro, c'était le nom de nos squads chez Viadeo. Donc Engagement, Growth, Money, c'était exactement le nom de nos squads, il y en avait d'autres. Et voilà, donc ça fait quand même un parallèle avec notre vie de product manager ou de designer ou développeur qui travaillent dans la tech. Et donc, c'est aussi pour dire que ces éléments-là sont faits, sont conçus, sont développés par des gens comme nous, comme vous. Et donc, c'est à nous aussi de faire attention à ces aspects-là. On a clairement aussi des problèmes d'accessibilité, d'inclusion aujourd'hui. On parle de fracture numérique, puisque il y a aussi aujourd'hui 40% des humains qui n'ont pas accès à Internet, déjà, il faut en avoir conscience. Et même parmi ceux qui ont accès, ils n'ont pas forcément tous une connexion au débit, ils savent pas forcément, ils n'ont pas le même niveau de compétence et d'aisance dans l'usage d'un smartphone ou d'une application ou d'un service. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'il y a des personnes, enfin des gens qui sont un peu exclus des bienfaits d'Internet. Et ça, il faut aussi le prendre en compte dans la conception de ces services. On a un problème d'inclusion aussi, même au sein de la tech, au sein de l'écosystème tech. D'ailleurs, il y a même une étude là qui est sortie, l'état des lieux, le bilan, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais le bilan fait par la Product Conference, qui est sorti hier sur l'état des lieux un peu du product management en France. Et encore aujourd'hui, donc, il y a des disparités assez fortes en termes de salaire entre les product managers hommes et femmes. Voilà, dans un secteur aussi progressiste, entre guillemets, que la tech, c'est quand même encore assez étonnant, quoi. Ouais, je l'ai sous les yeux d'ailleurs, du coup, c'est le baromètre de la Product Conf. Voilà. Et la différence de salaire homme-femme pour les product managers avec 0 à 2 ans d'expérience, pour une femme, c'est en moyenne 30 000 et pour les hommes, c'est 46 000. Donc voilà, ça laisse place à un petit fossé entre les deux. Ouais, donc voilà, très clairement, entre les hommes et les femmes, il y a des problèmes, en tout cas dans le milieu de la tech. C'est pas systématique, hein, mais c'est quand même assez fort. Et on a un problème aussi de diversité, des origines, des milieux sociaux, etc. Donc voilà, c'est pareil. C'est aussi à prendre en compte, même au-delà du produit, dans les entreprises. Aujourd'hui, on a un problème d'inclusion. Alexandre, tu ne nous donnes pas beaucoup de bonnes nouvelles là. Ouais, Depuis 30 minutes. effectivement, ça va venir, ça va venir. Mais là, c'est vrai que, comme je disais, hein, on est plutôt dans les aspects un peu négatifs, donc forcément, ça casse un peu le moral, mais c'est pour faire réagir et pour donner encore plus envie d'agir, justement. Dernier point, donc c'est les impacts économiques. Pour moi, il y en a deux, je vais passer très très vite, mais c'est le business model au sens large en fait, du numérique qui pose question et qui amène aussi beaucoup de dérives, justement. Alors, on parle beaucoup de disruption, de ubérisation, etc. Donc, c'est de l'innovation, ça a quand même apporté des services, que ce soit pour la partie VTC ou pour la partie livraison de bouffe, mais ça a aussi énormément d'impacts sociaux, puisque ça perturbe des secteurs entiers, les secteurs du transport, des secteurs de l'hôtellerie pour Airbnb, le secteur même de l'immobilier, puisqu'il y a eu des bulles immobilières dans certaines villes, San Francisco, Barcelone, Paris, qui a même été obligé de réglementer parce qu'il y avait trop d'investissements pour mettre en location sur Airbnb et donc une pénurie de logements. Donc voilà, c'est pour dire que certaines plateformes ont pris tellement d'ampleur, tellement de place, que ça perturbe le bon fonctionnement de l'économie classique. Et puis le problème du modèle publicitaire aussi, qui incite à avoir une course au volume, une course au toujours plus, sans trop se soucier des questions de privacy et de respect des utilisateurs et de leurs données. Donc voilà, c'est ces modèles-là qui, à mon sens, aussi posent problème et amènent à ces dérives.
Il y a un problème de modèle de réussite aussi, très rapidement. Aujourd'hui, dans la tech, ce qu'on valorise, c'est les grosses levées de fonds, c'est les licornes, c'est voilà, l'hypercroissance. Alors il en faut, et c'est très bien pour ceux qui réussissent, mais ça ne devrait pas être le modèle dominant, ça ne devrait pas être l'objectif absolu de toutes les boîtes. On peut très bien aussi très bien fonctionner tout en restant, tout en ayant une croissance raisonnée et maîtrisée. Bon voilà, c'était effectivement la partie un peu mauvaise nouvelle. On va illustrer ça en fait avec certains patterns, certains éléments qu'on utilise justement aujourd'hui de manière un peu systématique, sans trop se poser de questions. Et en fait, j'aime bien aussi insister sur le fait que là-dedans, on a notre mot à dire. C'est à nous, en plus, d'autant plus en tant que product manager, d'appuyer des démarches qui sont peut-être un peu plus responsables. Parce que en général, le product manager a la chance d'avoir quand même cette vision d'ensemble sur tout ce qui fait un produit ou un service. On représente souvent le product management avec ce diagramme de Venn très connu, où on est entre l'UX, le design, la tech et le business / le marketing. En fait, on pourrait avoir une corrélation de comportement plus responsable pour chacun de ces éléments-là. Et à mon sens, le product manager, il a cette force d'être au centre et de pouvoir influencer, arbitrer, orienter vers potentiellement des solutions ou des idées ou des méthodes plus durables, plus responsables. Alors, on parle d'éthique, on parle de green IT, on parle de plein de choses. Et autant tous ces acteurs-là peuvent aussi bien évidemment avoir des initiatives, autant le product manager est encore mieux placé pour vraiment porter ça. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, et c'est ce que je défends. Et donc voilà, libre à nous de pousser ça et de porter ça en interne auprès de nos équipes, ou en tout cas de faire en sorte que ça devienne un réflexe. Alors on ne pourra jamais mettre ça devant des objectifs business, parce qu'on reste quand même dans des entreprises à vocation, un business économique, mais en ayant en tête ces éléments-là, on peut quand même se poser des questions et faire des choix qui sont plus responsables, ou en tout cas qu'on fait vraiment par acquis de conscience. On a une petite question de Anna dans le chat. Ouais. Elle te demande si tu as participé à la fresque du numérique et si tu la conseilles. Et par contre, Anna, j'ai pas compris la question sur les ressources Notion reprennent les mêmes éléments. Ça, j'ai pas compris. Donc peut-être, est-ce que Alexandre, tu peux nous expliquer si tu vois ce que c'est la fresque du numérique? Ouais. Alors moi, j'ai participé à une fresque du climat, qui est justement, c'est pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'atelier, en fait, de sensibilisation, justement, où on prend, ça se fait vraiment à plusieurs. On a des cartes qu'on va essayer de positionner pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les causes, les conséquences, les effets autour du réchauffement climatique au sens large, et même de la biodiversité, de tous les problèmes écologiques environnementaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et effectivement, la fresque du numérique, c'est une adaptation centrée sur l'impact du digital. Alors moi, je connais des gens qui participent, qui l'ont fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion aujourd'hui encore d'en faire une, mais ouais, je conseille clairement, parce que c'est super intéressant. Ça prolonge un peu là le discours que je suis en train de faire. C'est un petit résumé. Ça va beaucoup plus loin, mais ça permet vraiment de comprendre vraiment les tenants, les aboutissants de cette démarche-là. Donc très clairement, je conseille vivement. Et je rajoute juste par rapport aux ressources Notion qu'a partagé Héloïse. Ouais. Alors non, du coup, ça n'a pas été construit à partir de la fresque du numérique. C'est plutôt des ressources et des outils. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des articles pour en fait nourrir juste sa culture et son acculturation à ces problématiques. Ouais. Yes. Il est quelle heure? Il est 40. Ok. Donc là-dessus, l'idée ici, c'est vraiment justement de donner des exemples plus concrets. Déjà, alors j'ai listé là quelques éléments, il y en a plein, hein, on va pas tous les faire, et même là, on va pas tous les passer en détail. Mais dans les grandes lignes, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est justement le fait que, comme je disais un peu tout à l'heure, tout ça, finalement, on a pris l'habitude d'utiliser ou d'avoir des formats, des composants, des éléments pour construire un site, pour construire une application, et on se pose plus vraiment la question de leur impact. Et souvent, justement, en tout cas, ces éléments-là sont pas toujours très vertueux, tant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue
respect de la privacy et autres. Et donc pour détailler un peu, premier point, c'est justement le mythe du temps passé. On a, pendant longtemps, on regardait quand même le temps passé sur un site comme étant un KPI important qui dit que l'utilisateur est engagé puisqu'il passe plus de temps, et on va faire en sorte qu'il passe encore plus de temps sur son service. Et donc il y a plein de patterns du UX design qui sont développés autour de ça, notamment le scroll infini, pour, encore une fois, notamment sur les réseaux sociaux, c'est la norme. Mais ça a des impacts justement sur, d'une part, le temps passé, puisque forcément ça incite à rester plus longtemps, et d'autre part sur la consommation d'énergie, puisque plus on scrolle, plus on charge d'éléments, que ce soit des vidéos, des images, etc. Et donc plus ça va avoir des impacts en termes d'énergie. Et moi j'aimerais contrer ça en disant que dans certains cas, ça dépend aussi de votre service bien évidemment, mais justement, moi je dirais que l'inverse, c'est un utilisateur qui arrive sur un service sur lequel il y a une bonne expérience utilisateur, qui propose une bonne expérience utilisateur, il va plutôt passer moins de temps parce qu'il va trouver plus facilement ce qu'il était venu chercher. Et donc ça, pour moi, c'est un gain en termes d'UX, c'est un gain en termes d'économie d'énergie, et c'est un gain, au sens large pour tout le monde, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc c'est remettre en question, en fait, tous ces patterns-là, et se dire que le temps passé sur son site n'est clairement pas un bon KPI, et qu'il faut aller plus loin et creuser plus loin que ça. Deuxième sujet sur lequel on fait beaucoup moins attention aujourd'hui que même il y a encore quelques années, c'est le poids des pages. Et ça, c'est un vrai problème en termes de consommation d'énergie, puisque des pages plus lourdes, ça nécessite plus de ressources sur votre device pour fonctionner, ça nécessite aussi beaucoup plus, ça fait consommer et ça nous demande plus de données, il y a plus de données qui circulent sur les réseaux, sur les serveurs, etc. Donc tout ça, ça demande de l'énergie. Et en plus, ça peut aussi justement inciter, accélérer l'obsolescence des devices, puisque, encore une fois, si on a un device qui a 4-5 ans, ou 5-6 ans, qui n'est pas le top du top, et qu'on charge des pages trop lourdes, ça va galérer, ça va ramer. Et donc on va se dire, mince, je suis obligé, là, je peux plus utiliser les deux services, je peux plus utiliser mes applis préférées, donc je vais changer de téléphone, alors qu'il marchait encore très bien. Donc on a pour faire écho à la remarque de Martin dans le chat, la difficulté de réussir à limiter son impact environnemental en maximisant la valeur de son outil. Par exemple, ça, je pense que c'est un bon exemple parce que en réduisant le poids de ta page, tu améliores ton SEO et du coup, tu améliores ton activité. Tu vois, tu t'apparais plutôt dans les recherches, par exemple. Tu es plus vite chargé, du coup, tu réduis ton taux de churn et ces choses-là qui, en fait, sont bénéfiques pour la valeur de ton site internet dans cette situation-là. Exactement, ouais. Et ça, alors on en parlera un petit peu après, mais c'est vrai que là, on n'a pas le temps non plus d'entrer dans tous les détails, mais effectivement, le fait d'avoir une démarche de sobriété ou d'éco-conception, ça a aussi des intérêts, effectivement, sur l'expérience utilisateur, puisqu'on propose quelque chose en général de plus simple, de plus facilement accessible. En termes de SEO, ça se charge beaucoup plus vite, on a des meilleures performances, et voilà, même en termes de ressenti, ça n'a rien à voir. Donc il y a énormément de bénéfices à avoir cette approche-là, et encore plus quand on est sur un smartphone, qu'on n'a pas des super capacités, qu'on n'a pas un super réseau, parce que soit on n'a pas un super forfait, on n'a pas la 4G ou la 5G, ça existe encore, ou soit on est dans le métro, on capte pas bien. Là, on a un site plus léger, plus facilement accessible, et qui se charge mieux dans toutes les conditions et dans tous les contextes. Donc ça joue aussi beaucoup, ouais. D'autres éléments, ça là-dessus, je voulais juste, je vais sortir un peu de la presse et je vais vous montrer quelques exemples, quelques contre-exemples en fait. Alors c'est absolument pas pour critiquer les boîtes, au contraire, mais c'est juste pour illustrer un peu mon propos. Typiquement, il y a le site de Zenly, que je trouve, alors visuellement, en termes de design, et même en termes de tech, je pense que c'est au top. C'est vraiment super bien fait, ça bouge, il y a de la 3D, des illustrations, des animations dans tous les sens. C'est super beau. Par contre, en termes de consommation de données, moi j'ai fait le test sur mon smartphone dans des conditions moyennes de réseau, c'est compliqué. Et en plus, il faut quand même avoir un device, ça fait un peu chauffer le device si on va au bout. Et en termes de consommation de données, c'est énorme. Là, pour chaque étape, parce que c'est une page, c'est un peu une page d'accueil qui est en plusieurs étapes comme ça. Il y en a 4 ou 5. Si on va au bout, on n'est pas loin de... cette page-là, ce site-là, génère à peu près, nécessite de charger à peu près 100 mégas de données, ce qui est énorme pour une seule page. Donc voilà, on peut quand même... Alors, c'est très beau, et je pense que ça a même eu peut-être des récompenses en termes de design, etc.
c'est peut-être sûrement très engageant, mais on peut quand même se poser la question de, OK, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Et est-ce que c'est pas au final, plus négatif que juste le côté, visuel, quoi? Donc ça, c'est un petit exemple, il y en a plein d'autres. Un autre exemple pour la partie vidéo, parce que ça, c'est aussi souvent un pattern qu'on utilise, et qu'on voit beaucoup, c'est, alors là, c'est le site du mouvement Impact France qui est très orienté, enfin voilà, qui est représentant de la Tech for Good en France. Donc, en termes de mission là-dessus, j'ai vraiment aucun problème. C'est génial enfin, voilà, comme initiative et comme association. Par contre, voilà, on arrive sur le site, on a une page très complexe, très lourde, avec une vidéo qui se lit en fond. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, mais qui, du coup, en termes de données, nécessite voilà, justement beaucoup de données. Il y a pas mal de visuels, pas mal de choses, donc voilà, c'est des exemples de sites qui sont pour le coup pas du tout éco-conçus et qui pourraient même peut-être aller à l'inverse finalement de la mission première de l'entreprise ou du service. Voilà, c'est vraiment pour illustrer un peu. Je vais accélérer, je vais pas avoir le temps de passer sur tout ça, mais les autres sujets sur lesquels je voulais un peu insister aussi, c'est les sollicitations permanentes des services qu'on utilise, les emails, les newsletters, les push notifications. Voilà, c'est aussi dans une logique de fidéliser, de faire revenir les gens, de les engager, mais il faut pas aller trop loin parce que, encore une fois, ça nécessite de la consommation de données sur les serveurs, dans vos boîtes mail, et cetera, et on est vite submergé. Ça génère des interruptions, ça peut être intrusif pour certaines personnes. Et en plus, même à titre de concepteur de service, il faut faire attention, notamment les push notifications, quand il y en a trop, c'est une des premières raisons de désinstallation d'une appli. C'est qu'on reçoit trop de push, on est trop sollicité, on en a marre, on supprime. Donc il faut faire très attention à ces aspects-là, et pas aller trop loin, puisque ça peut être vraiment très contre-productif. Voilà, après, je voulais parler aussi des suggestions, de la notion de personnalisation qui demande beaucoup de ressources, de brasser beaucoup de données, et cetera, pour pousser des suggestions personnalisées avec des algorithmes et tout. Il y a plein de raisons de le faire, mais il faut faire attention à l'impact environnemental, l'impact de consommation de données derrière. Pareil pour le nombre de requêtes, on a sur certains sites, notamment les médias, où il y a énormément d'outils tiers qui envoient des requêtes à droite à gauche pour du tracking, pour de la pub, des partenariats, et cetera. Et on se retrouve sur la moindre page, dès qu'on charge une page, un article, on a plusieurs centaines de requêtes qui partent. On ne les voit pas en tant qu'utilisateur, on ne sait pas ce que ça envoie. Donc ça pose aussi des questions de privacy. Et derrière, voilà, ça génère tout ça de la consommation de données. Ouais. Si ça te va, ouais, on passe à la partie 4 peut-être. Ok. Bon voilà, on est désolé, Alexandre Ouais. voulait de nous partager beaucoup Ouais, peut-être d'informations. j'étais un Ouais, petit peu trop, mais ouais, très très vite, on parle aussi de dark pattern, où là c'est pareil, on influence de façon euh, parfois pas forcément voulue, mais on influence les utilisateurs à surconsommer ou à réagir directement pour donner des informations personnelles. Voilà, c'est vraiment de l'influence pour le bénéfice de l'entreprise, mais pas pour le bénéfice de l'utilisateur. Donc ça, faut faire aussi très attention à ça. Je voulais juste très vite vous montrer quand même un bon exemple, ou en tout t'as cas raison, sur ça fait du bien, une il faut. ressource, ouais, un truc un peu positif, une ressource intéressante si vous voulez voir des exemples de sites plus éco-conçus, qui mettent en place de l'éco-conception. Donc c'est low.directory avec 3 W, hein, qui est un peu l'équivalent des awards que vous connaissez sûrement pour le design des sites. Mais en général, c'est justement des sites plutôt à la Zenly, très très bien faits, mais très lourds. Là, c'est l'inverse, c'est des sites plus vertueux, plus éco-conçus. Et là, vous avez pas mal d'exemples, et je vous l'ai montré très vite, par exemple celui-là, qui est assez connu, pour ceux qui s'intéressent un peu. C'est un site internet du e-commerce qui a sa version de base, qui est qui est assez classique, avec plein de visuels, de vidéos, donc pas du tout éco-conçu pour le coup, mais qui propose aussi une version optimisée. Et là, ils sont allés très très loin. Alors, je vous laisserai aller voir, hein, ils expliquent en plus ce qu'ils ont fait. Mais ça va tellement loin qu'on n'a aucune photo par défaut sur le site. Et donc, si on veut prendre des photos, ils s'adaptent en plus en fonction du réseau et de leur source d'énergie au moment où on consulte le site. Voilà, donc ça va assez loin, on n'a que des illustrations. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, là, on ne peut même pas consulter une photo, donc ça va peut-être un peu trop loin, parce que, bon, je
pense que moi, je vais pas m'acheter un truc si je vois pas quand même le produit. Mais voilà, c'est pour montrer quand même qu'il y a des choses bien qui se font. Et un site éco-conçu ne veut pas forcément dire un site triste, tout plat, tout moche. Il y a aussi des très bons exemples de bonnes choses. Voilà, effectivement, on va aller très vite. Juste pour répondre à cette question-là, quand même, très rapidement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une démarche responsable? Est-ce qu'on peut faire un produit responsable, même si on ne travaille pas pour une entreprise de la tech for good? Alors moi, je dis que oui, très clairement. Tout le monde, en fait, dans toutes les boîtes, on devrait pouvoir avoir cette démarche-là. Après, il faut avoir conscience quand même des limites. Forcément, si on travaille dans une entreprise ou un service ou qui fait des produits ou des services par défaut, qui polluent ou qui sont pas du tout vertueux, vous aurez beau mettre en place une logique d'éco-conception, de faire attention à la privacy, qu'il y a un minimum, etc. C'est pas pour ça que vous compenserez les externalités négatives de votre entreprise et de votre boîte. Après, c'est une question de valeur personnelle aussi. Si vous ne vous sentez pas en adéquation avec ce que fait votre entreprise, il faut vous poser des questions. Et si vous voulez vraiment agir, il faut vous poser des questions et peut-être aller voir ailleurs. À l'inverse, les boîtes qui sont dans la tech for good, elles ont par nature un impact plus positif. C'est un peu leur mission et leur raison d'être. Mais pour le coup, elles ne sont pas forcément en pointe sur l'éco-conception ou sur la prise en compte du respect des données privées, etc. Donc à l'inverse, il y a aussi beaucoup de choses à améliorer du côté des entreprises Tech for Good sur ces aspects-là. Mais de manière générale, en fait, je me dis que, au final, mettre en place ces logiques-là, même dans des boîtes qui ne sont pas spécialement vertueuses, mais qui ont des millions d'utilisateurs, bah, ça permet quand même de réduire l'impact de votre produit et de participer aussi à l'adoption de ces bonnes pratiques et à la généralisation peut-être dans le métier et dans le secteur de la tech. Voilà, mais ça c'est une discussion qu'on pourra prolonger aussi plus tard. Et donc, comment on fait une fois qu'on est sensibilisé, j'espère que je vous ai bien sensibilisé, vous l'étiez peut-être déjà, mais vous l'êtes sûrement peut-être encore plus, je l'espère. Comment on fait concrètement? Il y a plein de choses à faire et je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait, qu'on ait déjà un produit live ou qu'on veuille améliorer, enfin ouais, qu'on veuille optimiser son produit ou qu'on travaille sur une nouvelle fonctionnalité, sur une nouvelle feature, un nouveau produit, un nouveau service. On peut mettre en place des logiques soit d'éco-conception, soit de respect de la privacy ou d'accessibilité. Il n'est jamais trop tard. Et je pense aussi que pour moi, la première étape, en fait, c'est vraiment déjà de se poser quelques questions sur identifier quelle est la marge de manœuvre qu'on a en interne dans sa boîte. Déjà, est-ce que son entreprise est sensible, veut agir à ces questions-là? Parce que mécaniquement, si ça vient du management, ce sera beaucoup plus facile pour mettre en place des initiatives et pour pousser ça, très clairement. Mais c'est encore assez rare, et même si ça se développe, c'est encore loin d'être la règle. Donc si c'est pas le cas, c'est essayer de trouver des relais en interne dans votre équipe déjà, auprès des gens avec qui vous bossez vraiment au quotidien, aborder le sujet, commencer à en parler, voyez s'il y a peut-être des gens qui ont ça en tête, mais qui n'avaient pas encore creusé, et ça les intéresse d'aller plus loin. Et si vous voyez qu'il n'y a pas trop de répondants auprès de vos collègues, posez-vous la question de est-ce que vous avez de la latitude quand même, un minimum, pour prendre des initiatives et pour essayer de porter, sensibiliser sur ces questions-là. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce sera peut-être plus compliqué dans ces cas-là, mais c'est pas perdu non plus, et il faut quand même régulièrement revenir sur le sujet et voir dans quelle mesure ça peut quand même prendre un minimum. Et pour ça, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des experts. Vous pouvez me contacter si vous voulez, moi je peux essayer de vous aider. Où il y a plein de formations, plein d'articles, plein de ressources en ligne que vous pouvez partager aussi en interne pour essayer, pareil, de provoquer un petit peu la discussion autour de ces sujets-là. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est la toute première étape, c'est ça. On avait une question de Clara là-dessus. Est-ce que tu connais des outils type Lighthouse, tu sais, ce qui screen tes pages et qui te donne un score? Ouais, ça c'était le deuxième, justement, c'est la bonne transition sur le truc après. Finalement, ok, je veux agir, j'ai potentiellement des gens qui sont chauds pour lancer des initiatives dans ma boîte ou dans mon équipe. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je commence déjà par faire l'état des lieux de mon produit. Quel est l'impact de mon produit actuel? Alors là, c'est quand même, il
la plupart des outils sont plus orientés sur l'éco-conception et sur les performances, l'efficience énergétique de son produit, de son service. Mais voilà, qu'on ait déjà un produit live ou qu'on travaille sur un nouveau produit, on peut très bien utiliser des outils justement. Alors ouais, il y a Lighthouse qui est une extension sur Chrome, je crois, voilà, qui permet déjà de donner des billes sur le niveau de performance de son produit, mais après il y a des outils qui sont vraiment dédiés là-dessus. Le plus connu, c'est EcoIndex. Alors, avant, c'était un site internet, mais là, il est victime de son succès, il est plus disponible. Par contre, il y a une extension sur Chrome qui permet justement d'avoir une notation. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Je l'avais fait ici. Hop. Voilà, on utilise ça. On a effectivement dans la partie, voilà, on fait inspecter une page et ça va nous sortir un score qui est basé sur le nombre de requêtes, la taille de la page et la complexité de la structure de la page, le DOM. Et voilà, ça va construire un score autour de ça. Donc voilà, c'est pas une mesure ultra précise et ça peut varier beaucoup, mais ça donne quand même une idée. Ça permet de se mesurer à un moment donné et de voir un peu quelle est sa marge de progression et potentiellement de se donner des objectifs aussi, en se disant, bah là, aujourd'hui, je suis à C, ce qui est déjà plutôt bien, pour le coup. Là, c'est le site de Latitude qui a mis en place des démarches d'éco-conception. Mais je peux faire encore mieux et je veux que la prochaine fois, on soit sur un B. Voilà, ça permet de se donner des objectifs comme ça, qu'on soit dans une logique d'amélioration d'un produit existant ou qu'on travaille sur une nouvelle fonctionnalité où là, c'est même encore plus simple de partir de zéro, entre guillemets. Et on a une petite remarque de Stéphane et de Martin. Les utilisateurs sont-ils demandeurs de ce type de site un peu light? Est-ce qu'il y a des études sur le manque à gagner ou la différence entre un site très attirant et le même plus light? Alors déjà, peut-être par rapport, par exemple, à la ressource que tu as montré, le site Low avec tous les... Enfin, moi, personnellement, en tant que consommatrice, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et déjà, en termes d'image, sans tomber dans le greenwashing, c'est quand même des démarches qui démontrent une volonté et des valeurs en interne hyper fortes. Ouais, carrément, carrément. Alors, il y a pas, c'est compliqué déjà parce qu'il n'y a pas encore tant de retours d'expérience très détaillés sur cette partie-là. Donc, c'est pas toujours facile de trouver des ressources ou des retours très précis qui montrent un avant-après, les gains, etc. Par contre, typiquement, le site que je montrais tout à l'heure, Organic Basics, qui ont vraiment deux sites complètement à part, un éco-conçu et un normal. Je pourrais vous envoyer un lien si vous voulez, il faudra que je le retrouve, je l'ai plus sous la main là. Ils ont fait une étude justement comparative. Pour le coup, ils ont perdu en termes de taux de conversion. Après, ce qui peut se comprendre avec des logiques où on ne voit pas les produits, c'est peut-être un peu plus compliqué, ils sont peut-être allés un peu loin. Mais au moins, ils ont fait les deux sites qui leur a permis de comparer, de voir un peu la différence entre les deux. Et peut-être se dire, ok, ça marche pas, mais par contre, ça marche bien, ça n'a pas d'impact, donc on va le mettre sur le vrai site. Et donc, ils ont toute une réflexion comme ça, progressive. Il y a un autre truc, c'est typiquement Latitude, ce que j'ai vu tout à l'heure aussi c'est qu'ils affichent justement ici la performance en fait et les émissions de gaz à effet de serre sur chacune de leurs pages. Ça, c'est un truc, c'est justement un outil qui permet de mesurer son impact carbone, qui s'appelle websitecarbon.com, qui est très bien aussi, et voilà, qui permet d'afficher un petit badge comme ça. Ça permet de sensibiliser aussi les utilisateurs dans la démarche. Et il y en a beaucoup qui communiquent beaucoup dessus, notamment Organic Basics. Ils ont tout un truc. Leur homepage, c'est même pas mettre en avant des produits, c'est mettre en avant leur démarche. Donc ça participe aussi à la prise de conscience des utilisateurs. Ça peut participer à l'image de marque de l'entreprise, clairement. Après, il faut faire attention à ne pas basculer dans le greenwashing, comme je disais tout à l'heure. Il faut que la démarche soit sincère, qu'elle réponde aussi aux valeurs de l'entreprise. Et si on est à milieu de ça, qu'on fait un produit ultra polluant à la base, et qu'on dit, ouais, super, on fait un site éco-conçu, ça ne sera pas très, justement, ça risque d'être contre-productif et d'être perçu comme du foutage de gueule. Donc voilà, il faut savoir comment bien jauger ça, quoi. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? Non, on est déjà en retard. On peut prendre encore 5 minutes, histoire d'arriver, d'avoir tes conseils. Pour
pour finir sur cette partie mesure, là, Juste, ouais, excuse-moi, je préviens juste les participants, je vois qu'il y en a pas mal de vous qui doivent filer. ok. Le webinaire, il est enregistré, il y aura un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube et je vous enverrai un email de récap avec les ressources, etc. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout, Alexandre, avec toutes les ressources que tu voulais partager, mais je les Yes. mettrai, tout sera dans l'email de récap et comme Ouais. ça, pour ceux qui doivent filer, il n'y a pas de problème. Et après, voilà, juste rapidement pour qu'on puisse voir les derniers points que tu voulais aborder, Yes. Et Alexandre. si vous voulez approfondir, il y a aussi justement, vous pouvez vous inscrire pour la masterclass de Oui, décembre. On aura toute la journée pour aborder ces sujets-là. pour pratiquer Mais, tout ça. ouais, mais très vite, pour finir là-dessus, pour l'impact, il y a l'impact environnemental, mais il y a aussi, on peut se fier à des référentiels sur le RGPD pour le respect des données, sur le RGAA pour l'accessibilité. Donc il y a aussi pas mal de ressources, de checklists qui permettent de voir où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement plus rapidement. Et justement, une fois qu'on a fait l'état des lieux, ensuite il faut prioriser. Et pour ça, pour moi, déjà, il faut construire le backlog des actions. Donc ça, le mieux, c'est de le faire ensemble, en équipe, avec les développeurs, les designers, pour impliquer tout le monde et vraiment mobiliser tout le monde. Et ensuite, c'est commencer par ce qu'on appelle les quick wins, ou les low-hanging fruits. Donc on priorise par l'impact que ça va avoir versus la complexité. Donc ce qui va être plus facile à mettre en place, mais ce qui a plus d'impact, on va le faire en premier. Et là, je donne quelques exemples d'éléments qui sont, à mon sens, les plus impactants. C'est déjà se poser la question de son hébergement. Est-ce que son hébergeur utilise de l'énergie renouvelable, ce qui est mieux? Le cloud, ça pose question. Il y a il y a des fournisseurs de cloud qui sont plus vertueux que d'autres, qui mettent en place plus de bonnes pratiques que d'autres. Typiquement, Google fait mieux qu'Amazon, même s'ils font des efforts, mais ça reste quand même un peu mieux chez Google. Enfin voilà, ça, il faut en discuter avec son équipe technique aussi. Je pense qu'ils sont pas mal au courant là-dessus. De manière générale, il faut réduire au maximum les fonctionnalités sur son site ou sur son produit, puisqu'on évite le gâchis et les choses qui sont moins utilisées. Il faut alléger le plus possible les pages, éviter au maximum les vidéos, réduire les images, les compresser, utiliser le moins de police possible, faire attention à tout ce qui est animation, transition, etc. C'est quelque chose qui consomme pas mal de ressources sur le device, et donc ça bouffe la batterie, et donc ça demande de l'énergie. Et un point important, c'est aussi optimiser les chargements, mettre en place des logiques de cache intelligents pour éviter de recharger plusieurs fois les mêmes éléments. Travailler sur du lazy loading pour que quand on est dans une page assez longue, qu'on ne charge pas tout d'un coup, mais que ça se charge progressivement en fonction du scroll de l'utilisateur. Et de manière générale, se poser des questions aussi sur le langage tech. Si vous êtes vraiment au début du projet, il y a des langages qui sont plus ou moins consommateurs en ressources. Après, là, on est quand même vraiment dans l'optimisation beaucoup plus précise. Et il faut faire attention au nombre de requêtes. Et pareil, il y a des langages et des technologies qui demandent potentiellement beaucoup de requêtes qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Donc ça, on va dire que c'est vraiment les grands axes, les points sur lesquels il faut vraiment faire attention. Et dernier point, et après on a fini, comment on intègre ça dans son équipe? C'est très bien de vouloir mettre ça en place, et il y aura peut-être des initiatives qui vont se mettre en place, mais pour porter ça sur un peu plus long terme, il faut quand même que ça s'intègre de manière naturelle dans le fonctionnement de son équipe. Donc ça peut s'intégrer dans certains rituels que vous pratiquez déjà, justement construire des backlogs ensemble, faire des ateliers de co-conception, de réflexion ensemble, peut-être travailler sur, j'en sais rien, un sprint dédié ou une journée dédiée par sprint ou une journée dédiée par mois. Enfin, voilà, après, il faut voir ce qui marche le mieux avec vos équipes. Et surtout, le premier point quand même, c'est d'en parler, encore une fois, pour faire apparaître le sujet sur les radars de l'équipe et des problématiques de l'entreprise. En fonction du niveau de sensibilité de vos interlocuteurs, des stakeholders, il faut vous concentrer sur les bénéfices et les avantages d'une telle démarche. On n'a pas le temps de détailler, mais voilà, quels sont les bienfaits pour les utilisateurs, quels sont les bienfaits pour l'entreprise, potentiellement pour la marque employeur aussi, pour l'équipe, parce que ça peut jouer sur la motivation de l'équipe. Voilà, il y a plein de choses positives et plein de raisons de mettre en place ces démarches-là. Et enfin, à mon sens, il faut commencer par faire des choses simples au début, pour se lancer, pour créer une impulsion. Et ensuite, si ça marche bien, si ça prend bien, ça va faire tache d'huile et ça va se prendre de l'ampleur, que ce soit dans l'équipe comme dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment ne pas hésiter, en tout cas, à lancer même des petites actions
des petites réflexions, que vous avez ça en tête quand vous travaillez sur un nouveau design, sur un nouveau produit, et vous arbitrez au quotidien en ayant ça en tête et en communiquant dessus. C'est un début très simple, mais qui peut permettre ensuite d'aller beaucoup plus loin. Voilà, on a fait vite sur cette dernière partie. Il y avait plein de ressources, effectivement, qu'on vous partagera. J'espère que ça vous a quand même aidé, que ça vous a éclairé. C'est vraiment, encore une fois, une introduction. On peut aller très très loin, et dans le détail, il y a énormément de choses à faire. Et justement, dans ces ressources-là qu'on va vous donner, il y a déjà pas mal de choses qui sont listées, que ce soit côté Green IT, que ce soit côté Institut du numérique responsable, avec plein d'actions, plein d'outils à utiliser. Designer éthique, et si vous voulez creuser, il y a des livres même qui sont dédiés là-dessus. Voilà. Et bientôt un livre de Tiga qui va sortir sur les produits responsables. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, exactement. L'idée, c'est pas de vous donner de l'éco-anxiété, c'est pas le but. Et je sais que ça vient souvent pour les personnes qui sont touchés par ce genre de problématique. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est vraiment, enfin, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a plein de solutions, il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes, il y a des manières d'argumenter et de communiquer en interne dans son entreprise pour, voilà, changer les choses et contribuer vraiment à construire des produits qui sont plus responsables. Du coup, comme on l'a mentionné, et je vous ai remis le lien vers l'article Medium avec toutes les infos sur la masterclass que Maestral propose justement pour vous donner les armes sur ces problématiques. Voilà, je vous invite à consulter le programme dans les détails et puis potentiellement s'inscrire si vous voulez nous rejoindre et si vous voulez participer à cette grosse journée qui aura lieu le 14 décembre. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. C'était hyper complet et enfin tu nous as montré plein de choses que moi personnellement je connaissais pas du tout. Du coup, c'est hyper intéressant d'avoir voilà ton retour d'expérience et puis un petit aperçu de toutes ces connaissances que tu as accumulées pendant tes recherches pendant ces 2-3 années où tu t'es sensibilisé sur le sujet. J'espère que ça vous a tous aussi beaucoup servi et appris. Super. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Effectivement, on a pris un peu plus de temps, mais j'espère que c'était quand même suffisamment concret pour vous donner quelques clés, quelques pistes pour vous y mettre dès aujourd'hui. Ouais. Complètement. Non, ça valait la peine de prendre un peu plus de temps. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis, tous les participants, je vous envoie l'email, voilà, avec les informations, le replay et puis toutes les petites ressources que vous a concoctées et réunies Alexandre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Salut.